Sawadika, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question qu'on m'a posée assez souvent dans les commentaires, qui est « Je voudrais venir travailler en Thaïlande, comment est-ce que je peux faire ?» Au fait, c'est donc une vidéo qui ne s'adresse pas aux retraités, mais aux gens qui sont toujours actifs, qui ont un travail en France ou dans leur pays et qui veulent venir s'installer à Phuket ou en Thaïlande ailleurs pour travailler. Pour vous expliquer un peu tout ça, j'ai trouvé que c'était quand même plus intéressant de faire appel à quelqu'un qui a cette expérience-là en tant qu'employé, mais aussi en tant que créateur de société. Je lui ai donc demandé de venir témoigner sur la chaîne aujourd'hui pour qu'il nous raconte son expérience en Thaïlande. Et je vous demande donc d'accueillir Serge. Bonjour Serge. Bonjour Kathleen. Sawadika. Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne. Alors pour ceux qui ne le savent pas, bien évidemment, Serge, c'est mon mari, hein, je le connais très bien. Et donc j'ai décidé qu'il vienne aujourd'hui pour nous raconter son expérience, comme je vous l'ai dit, puisque quand nous sommes arrivés en Thaïlande en 2013, le but était de trouver du travail, hein, donc en n'ayant pas d'argent de côté pour créer une société. Donc nous, quand on est arrivé, c'était pour trouver du boulot sur place, mais dans notre domaine. Voilà. Moi, mon expérience, c'est un peu spécial parce qu'au fait, j'ai travaillé à distance, en ligne, pour une société qui était basée en Australie, et j'ai travaillé toute seule de chez moi sur mon ordinateur, donc mon expérience, elle est un peu particulière et elle n'est pas forcément très intéressante à raconter. Par contre, Serge, lui, a travaillé dans une grosse société, donc voilà, c'est tout ce process qu'on voulait vous expliquer aujourd'hui. Pour commencer, je voulais vous raconter, alors j'ai ma liste puisque il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a des métiers qui sont complètement interdits aux étrangers. Le but pour la Thaïlande, c'est bien sûr de garder tout le travail qui est manuel pour les Thaïs. Et en fait, ils veulent garder le travail peu qualifié aux citoyens thaïs. Alors, bon, sans rentrer dans les détails, puisque la liste elle est vraiment très longue et au fait c'est plus ou moins tout ce qui se ramène aux travaux manuels, mais donc pour vous donner un peu, parce que des gens m'ont demandé « Ah, je suis infirmière », un monsieur m'a dit « Je suis paysagiste », un autre, je sais plus, il y a plusieurs métiers et moi dans ma tête de suite je dis « Mais non, ça va pas être possible », donc je vais vous expliquer un petit peu tous les métiers qui sont interdits. Donc tout ce qui est travail manuel, travail dans le domaine de l'agriculture, la pêche, les métiers du bâtiment, de sculpteur sur bois, conducteur de véhicules, donc tout ce qui est taxi aussi, vendeur dans la rue, la comptabilité est interdite, travail de pierre, coiffure esthétique, donc tout ce qui est massage, tout ça, vous pouvez oublier coiffure esthéticienne. Après c'est tout ce qui est, voilà, tout ça c'est des travaux de la ferme, travail de la pierre, les orfèvres. Quoi d'autre? Fabrication de Bouddha, fabrication de produits en soie, cordonnier, fabricant de chapeaux, ingénieur dans le domaine du génie civil interdit, architecture interdit, fabrication de vêtements, tour opérateur guide touristique, c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine-là, des étrangers, alors que c'est interdit. Voilà, secrétaire et métier dans le service et le domaine juridique. Donc même si vous avez des avocats ici, nous notre avocat était français, mais au fait c'est pas lui l'avocat, hein, c'est sa femme qui est thaï au fait. Lui, il est là pour faire la traduction, c'est son domaine, mais il n'est pas avocat avec le droit de plaider ou de faire des choses en Thaïlande. Mais bien sûr, il y a quand même beaucoup de corps de métier où vous avez le droit de travailler et au fait ça va être tout ce qui est poste de direction, au fait, de management. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple, si vous êtes coiffeuse, vous pouvez ouvrir un salon de coiffure, mais vous ne pouvez pas aller toucher les cheveux des gens. Mais vous pouvez gérer le salon, embaucher des employés et voilà. Donc il y a une liste des professions qui sont autorisées pour les Pharangs en Thaïlande, donc c'est les étrangers. C'est par exemple donc… C'est plutôt des domaines. Hein. Des domaines, oui, c'est pas des métiers précis, c'est des domaines, tu as raison. Parce que tu vois là ils disent cosmétique. Donc oui, en effet, le métier peut être autorisé, enfin le domaine on peut être autorisé, mais pas de… Voilà. La restauration, l'hôtellerie, le médical, l'éducation, donc ça il y a beaucoup de profs aussi qui sont ici, commerce, import-export, électronique, haute technologie. Voilà. Et en fait le sport ça y est même pas, hein, ils en parlent même pas. Non. Donc, mais toi, ton travail, donc on va un peu revenir au début au fait, hein, on va expliquer tout depuis le début.
Donc, au fait, j'aimerais savoir que tu nous expliques un petit peu ce que tu faisais comme travail en France. Qu'est-ce que tu as fait comme études et voilà, et ton expérience en France avant de venir en Thaïlande. Alors en France, j'ai une maîtrise STAPS. Sport. Oui, technique des activités physiques et sportives. Et donc j'ai travaillé dans des salles de sport pour finalement ouvrir ma propre salle de sport. Et après ça, avec Kathleen, donc, on a décidé de venir donc, en Thaïlande et j'ai dû chercher un travail donc, relatif à donc, mon domaine de compétences. Tu parlais bien anglais ou pas? Alors, je parlais anglais, pas extrêmement bien, mais je me débrouillais pas mal parce que j'avais une petite amie. Il avait une ex-anglaise. Une ex-anglaise. Et donc, j'avais, en fait, oui, j'avais… Un niveau un peu plus que juste le niveau bac. Ah oui, plus que le niveau scolaire, ça c'est sûr. Je maîtrisais un peu l'anglais, oui, on va dire. Ouais, que, tu te débrouillais pas trop mal. Par contre, l'accent, il a toujours l'accent marseillais, mais ça, je le cultive même. Il ne perdra pas. Et... Donc, tu parlais quand même bien anglais et donc, avec ton diplôme, tu t'es dit, je vais chercher quelque chose dans mon domaine. Alors voilà. C'est vrai qu'on ne s'est pas dit, on va prendre quoi que ce soit. Tu t'es dit, on va chercher dans le sport. Non, c'était pas l'objectif quand on est venu. Donc j'ai commencé à chercher. Alors ici, il faut savoir qu'il y a des sites internet, donc, comme en France, hein, qui répertorient en fait donc, les jobs disponibles. Et les groupes Facebook aussi. Hein. Bah, tu t'es dit, on va regarder un peu les salles de sport qui existent sur l'île de Phuket. Oui. Je me rappelle plus. Ça y est, c'est vieux, c'est Alzheimer. Ça fait un moment, ouais, ça fait longtemps. Et, ah ouais. Ouais, tu t'es dit, je vais regarder un peu les salles de sport qui sont sur l'île et puis je vais aller les voir à l'ancienne, quoi, une par une. On a envoyé des mails, en fait. Ouais. Des mails, après, tu as eu plusieurs entretiens. Alors, j'ai eu 2 entretiens. Ouais. Un premier entretien donc dans le sud de l'île, là on habitait au nord à l'époque de l'île, dans le sud de l'île, un premier entretien, c'était avec donc, une salle de sport, c'était pour donner des cours et en fait j'ai eu une proposition financière qui était très très basse. Combien? Qui était de 20 000 bahts. Ça fait 500 € en moyenne. Ouais, 500 €, 20 000 bahts par mois. Et donc, alors il faut savoir qu'en Thaïlande, il faut un permis de travail pour travailler. Hein, légalement, légalement, il faut un permis de travail. Qui va avec un visa après de travail en gros. Ouais. Et donc ce gars-là, donc c'était très bas salaire. Nous on ne connaissait pas grand-chose sur le salaire minimum, etc., etc. Je trouvais ça douteux. Et puis bon, tu as fait une journée quand même. J'ai fait une journée pour voir un peu comment ça se passait. C'était pas super, j'étais pas satisfait. Non, à la fin de la journée, tu m'as dit non. Deuxième entretien, donc dans la foulée, quelques jours d'écart, dans le sud de l'île, pareil. Et là. Non, tu as eu d'abord en haut à Thanyapura. Ah oui, Thanyapura, c'est vrai. Alors ça, Thanyapura, c'est un très grand centre. Ça existe toujours. Oui, ça existe toujours. C'est un énorme complexe, et je dirais un complexe olympique en fait. Ils accueillent d'ailleurs les équipes olympiques qui viennent s'entraîner. Voilà. Mais c'est énorme. C'est énorme. C'est un Allemand qui a construit ça. Il y a une école, il y a un restaurant, un hôtel. Voilà, c'est vraiment c'est du haut de gamme. C'est luxe. Il y a une piscine olympique. C'est magnifique. Hein, il y a des terrains de tennis. Il y a un stade d'athlétisme. Un stade, un truc de fou. Et bref, donc je vais là-bas et là, donc j'ai passé un entretien avec le manager, le fitness manager. Et à mon avis, alors j'ai pas eu de retour en disant pourquoi ça allait pas, mais il a dit ça allait pas. Et ce que je pense, c'est que l'anglais, à mon avis, était pas assez bon. Et donc voilà, c'est vrai, le troisième entretien, c'est vrai. Le troisième, c'était eu le job. Tu vois, on n'a pas répété l'entretien. L'interview. Et donc, troisième entretien, donc à Phuket Fit. C'est un centre de remise en forme, de vacances de remise en forme, de perte de poids. Et ils étaient au tout début en fait de l'aventure. Ils avaient repris un centre de Muay Thai qui voulait transformer. Le Muay Thai, c'est de la boxe thaï. Oui, de la boxe thaï, qui voulait transformer donc en centre de bien-être, on va dire, et de perte de poids.
Et là, ils avaient besoin donc d'une sorte de nutritionniste, un peu entraîneur, nutritionniste dans le fitness, dans la perte de poids, quelqu'un qui s'y connaissait. Bah parce qu'au fait, oui, pour expliquer le truc, c'est que ce sont deux investisseurs. C'est des businessmen, ils y connaissaient rien du tout au fitness, au sport, au wellness, tout ça. Et donc ils se sont dit, bon ok, nous on a l'argent, on va créer ça, ce business model, ça va marcher. Par contre, maintenant il nous faut quelqu'un pour nous aider à développer le côté tous les programmes. Voilà. Et donc je me souviens quand tu as fait un entretien. Ouais. Et moi j'attendais dehors. C'était très difficile d'ailleurs parce qu'il parlait anglais avec un accent de folie. Liverpool. Ouais, c'était dur. Là, je me suis concentré vraiment à fond. J'étais, qu'est-ce qu'il veut dire là? Et donc ça. Toujours dire oui. Alors sur autre chose. Et puis au final, ouais, tu attendais dehors. Et puis au final, ça allait, ça s'est bien passé. Tu n'as pas eu la réponse tout de suite, ça a pris un peu de temps. Et surtout que nous, on y mettait quand même beaucoup d'attentes dans cet entretien et dans ce job parce que, en fait, c'était un peu la fin, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, c'était la fin des 6 mois qu'on s'était donné en Thaïlande pour qu'on trouve du boulot. Et en fait, c'était le 6e mois que tu as eu cet entretien et qu'après, tu as eu la réponse. Et que, voilà, sinon, on devait rentrer à la maison, quoi. On devait rentrer en France. Dans la maison qu'on n'avait plus, donc il faut c'était nos parents. Hors de question. Et donc, ça a été positif. Ouais. Ils m'ont embauché. Alors, raconte un peu les conditions dans lesquelles tu as été embauché, le salaire, le contrat. Il faut savoir qu'au début, c'était une compagnie qui était à ses débuts. Donc, il y avait déjà quelques staffs, donc quelques personnels, quelques employés. On était une vingtaine. Les conditions, c'était 6 jours de travail. Ouais. En plus, tu avais le mardi, je m'en souviens, de repos. Ouais. 6 jours le mardi. 6 jours de travail. Ça c'est normal, hein. Ça c'est des standards en Thaïlande, c'est 1 jour de repos par semaine. Il y a certains… Sauf dans les grandes entreprises, l'hôtellerie, des choses comme ça, où il y a 2 jours. Où il y a 2 jours, samedi, dimanche, en gros. Samedi, dimanche, et encore, oui, ça dépend. Mais… Donc j'avais 1 jour, donc on avait 6 jours de travail, c'était 8 heures par jour. Ouais. Tu commençais à quelle heure? 9h, 18h, hein, non? 8h30, 18h? Je ne me rappelle plus. Mais parce que ça a changé, 1 heure de pause, Et donc, ensuite, un salaire, j'ai commencé à… 40, il me semble. 40 ou 45? Moi, je pense 40. Je ne sais plus trop, vous voyez. Donc, alors, il faut juste savoir quand même que légalement, au fait, quand une société embauche un étranger, elle a, selon la nationalité de l'étranger, il y a un salaire minimum qu'elle va devoir lui payer. Et tout ce qui est européen, c'est 50 000 bahts minimum par mois. Maintenant, dans la pratique, ça ne se fait pas forcément. C'est-à-dire que sur le papier, sur le permis de travail, voilà, il y a marqué le salaire. Et donc, il y aura marqué, puisque c'est un Français, les Français, c'est 50 000 bahts par mois, il y aura marqué 50 000 bahts par mois. C'est ça. Mais il n'a pas commencé à 50 000 bahts par mois, il a commencé, moi je pense à 40 000. 40 000, c'était 40 000. Après, ils m'ont augmenté au bout de 3 mois. Voilà, et après encore, et puis tu as gravi les échelons. Et après, j'ai gravi, et après, j'ai atteint les 90 000 bahts par mois. Ouais. Ce qui fait… Je mettrai les conversions parce que là, le cerveau… Donc voilà, en gros, quand on est manager… Tu étais wellness manager, donc avais combien à la fin, tu avais combien de staff à manager, combien d'employés? Je crois que j'avais 13 personnes à gérer, Voilà. 13 ou 15, je ne me rappelle plus exactement, mais ça fait quand même… Taille et étranger, hein, c'était un mélange. Ouais, taille et étranger. Et surtout qu'à la fin, il y avait quand même beaucoup d'employés. Hein. C'est une société qui avait combien d'employés au début? Alors au début, on était une vingtaine. Voilà. Et on est monté après, avec les stagiaires, on est monté jusqu'à 100 employés. Donc c'était énorme. Ça a vraiment pris de l'ampleur. En 5 ans. En 5 ans, ça s'est vraiment développé à fond. Et donc c'est pour ça que toi tu as eu de plus en plus de responsabilités aussi. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'après ça te plaisait un peu moins puisque tu avais plus de côté administratif dans ton travail que de côté relations humaines. Exactement. Voilà, donc après on a dit… la suite dans notre vidéo donc, je vous ai expliqué. Mais donc aussi, juste pour expliquer à quelqu'un qui par exemple voudrait donc travailler ici, qu'est-ce qu'il doit demander à son entreprise? Est-ce qu'il y a des contrats de travail ici? Alors, en fait, il y a tout. Alors, on doit faire un contrat de travail. Avec mentionner toutes les choses légales, c'est-à-dire le salaire, les heures, s'il y a le lieu, s'il y a des tenues avec, donc voilà, les benefits, donc c'est les… Tout ce qu'il y a d'inclus avec le job. Donc la sécurité sociale. Voilà, la plupart des grosses sociétés, la sécurité
sécurité sociale est prise en charge pour les employés. Tout à fait. La sécurité sociale, c'est top puisque, enfin c'est top. Moi, je me suis fait opérer, donc gratuitement, comme en France en fait. On dépend d'un seul hôpital, au fait. On choisit un hôpital public, donc on dépend d'un hôpital, mais tout ce que tu vas faire dans cet hôpital est Les gratuit. frais sont gratuits, donc c'est pareil qu'en France, ça, c'est quand même exceptionnel. Ouais, et l'État, ils ne sont pas forcément au courant, ils ne comprennent pas trop le concept de sécurité sociale, c'est ça qui est rigolo. Mais... Par contre, j'avais une semaine de vacances, donc pareil. Les congés payés, c'est voilà, une semaine par an. Une semaine par an, plus les public holidays, ce qu'on appelle les jours fériés. Et donc il y avait, ça dépend des années, 13 ou 14 jours fériés. Alors donc, si tu les travailles, au fait, tu les récupères. Voilà. Mais à la fin, plus tu avais d'ancienneté, plus tu récupères. Avec l'ancienneté, 2 semaines, je crois, à la fin. Oui, voilà. Avec l'ancienneté, on gagne des jours de vacances. Ça fait 2 semaines de congés payés, plus les jours fériés, donc tu as environ 4 semaines en gros. Oui, j'avais 4 semaines. En gros, c'était 4 semaines de congés payés. Après, on avait la grosse Christmas Party qui était organisée tous les ans. C'est la fête de fin d'année. Et ça, ils le mettent dans les avantages. Tout à fait, oui, c'est les avantages. C'est quelque chose qui plaît parce que le 24 décembre, on avait la grosse fête de Noël de la société. Et parce qu'en fait, c'est que des gens qui n'ont pas... Alors l'État, ils ne fêtent pas forcément Noël. Non, pas du tout. Non, pas du tout, c'est pas dans leur religion. Et les étrangers, on est tous plus ou moins sans nos familles ici. Donc au fait, le 24 décembre, pendant 5 ans d'affilée, on a fait la grosse fête. Alors c'était une soirée déguisée, donc c'était rigolo parce que c'était à chaque fois. Ouais, ils se déguisaient et puis tombola, il fallait faire des petits spectacles et tout ça, donc c'était sympa. Mais oui, ça fait partie des bénéfices en fait, des avantages. Est-ce qu'il y a le chômage? Est-ce que si tu n'as plus de travail, il y a droit au chômage? Est-ce que tu cotises pour une retraite? On cotisait, oui, j'ai cotisé pour la retraite, mais il faut savoir que. Dis-le-moi. Mais il faut savoir que même si on a un gros salaire, le maximum qu'on aura, donc on cotise, je ne sais plus si c'est 40 ans ou ça, je ne sais plus. Il y avait quelqu'un qui était venu nous faire en fait une petite formation. Oui, une formation, mais bon. Et donc elle nous avait tout expliqué, la fille. Et en fait, on cotise, mais le maximum qu'on pouvait avoir, même si on avait 90 000 bahts, 100 000 bahts de salaire par mois, c'était 15 000 bahts par mois de salaire. De retraite. De retraite, pardon. Voilà, de retraite. Ça, c'est le max. C'est le max. Peu importe le salaire qu'on a, c'est ça. Et après, évidemment, par contre, beaucoup moins. Donc voilà. Ça, c'est retraite. Et chômage, il n'y a pas. Chômage, il n'y a pas. Chômage, il n'y a pas. Je sais qu'en ce moment, par exemple, il y a des petites choses qui sont mises en place par le gouvernement et c'est la sécurité sociale qui prend en charge. Oui, mais ça, je pense que c'est pendant le Covid. C'est un peu spécial. C'est exceptionnel. Voilà. Parce que je pense pas que j'ai jamais entendu parler d'un chômage ici. Non. Ou d'aide du gouvernement en période normale. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de contrat à durée indéterminée. Il n'y a pas de CDD, il n'y a que des CDI. Pardon. Il y a que des CDI puisque c'est toujours pareil. Si on peut te virer du jour au lendemain. Voilà, en fait ils peuvent nous virer. Alors il y a quand même des règles, attends, il faut savoir. Non, il y a plein de... Donc si au bout de 2 ans on est viré, qu'on nous met dehors, on a 6 mois de salaire. Mais est-ce qu'ils doivent te donner, parce que par exemple en France, tu ne peux pas être licencié s'il n'y a pas un justificatif valable? Alors, non, il y a des règles. Donc d'abord il y a des avertissements. Premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement. Juste le patron n'aime pas ta gueule et il peut dire oui, on va le virer. Oui, alors évidemment, il y a aussi quand même des prud'hommes, on peut aller au prud'homme, mais bon, vous imaginez qu'ici c'est quand même assez compliqué. Surtout pour les étrangers. Voilà, c'est ça en fait, pour les étrangers. Mais c'est vrai que toi tu as licencié des gens en tant que manager. Oui, j'ai dû licencier. Ouais, pour plusieurs raisons. Mais en fait, c'était pas juste une raison, je t'aime pas, je te vire, c'était ils avaient manqué... Mais non, parce qu'il y avait eu... Ils ont enfreint les règles, de truc, tout et à donc fait. tu pouvais licencier du jour au lendemain. Mais là, il avait droit à quelque chose ou pas si tu le licencies? Non, parce que c'était des fautes. Voilà. C'est si moi, j'ai plus besoin de cette personne parce que j'ai plus nécessairement de travail à lui proposer, là c'est un licenciement, je le licencie, voilà. Tu peux plus payer son salaire. Par exemple. Ouais. Et après, toi, par exemple, c'était en dessous d'1 an, il y avait rien. Et tu avais le 13e mois aussi, quand même. T'avais pas? Ou tu avais une prime? Alors, voilà, il y avait un bonus. Mais tout ça, en fait, ça fait partie, c'est les entreprises. Ouais. Ça dépend des avantages des entreprises. C'est pour ça que si vous êtes intéressé, que vous avez une offre d'emploi en Thaïlande, il faut regarder le contrat. Ouais. Voilà, c'est marqué dans le contrat. Donc toi, après, tu as décidé de partir, donc tu as donné ton préavis. Voilà, donc j'ai donné mon préavis et puis je suis parti. Voilà, à la fin du préavis, tu es parti, donc sans rien recevoir de la société, non, sans comme chômage, en France, sans voilà, rien. c'est ça.
Et donc, tu as décidé de créer ta société. Alors, ouais, deuxième volet. Et donc voilà, là c'est encore une facette différente, c'est création d'entreprise en Thaïlande. On ne va pas rentrer trop en détail. Hein, non, parce non. Il faudrait le faire. Si après vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur créer sa société en Thaïlande. À part entière, ouais. Ouais, vraiment que sur ça. Et je pensais même peut-être demander à un ami, l'avocat qui nous a aidé à créer notre société ici. Pour qu'il explique bien en détail, parce que déjà ça commence à être vieux pour nous, ça fait maintenant plus de 2 ans, 3 ans même peut-être. Ouais. Donc on a un peu tout oublié et ça change souvent. Donc ce que je vais vous dire, ce qu'on vous dit maintenant dans une vidéo, si vous regardez des gens qui ont fait des vidéos sur les créations de société, ça change un peu. Ça risque d'avoir un peu changé. Voilà. Donc ensuite tu as créé ta société. Voilà. Donc là c'est quelque chose de complètement différent. Alors c'est complètement différent. Il faut aller vers un avocat qui va pouvoir faire toutes les démarches administratives. Parce qu'il y a beaucoup de démarches à faire. Il faut savoir qu'un étranger ne peut pas être majoritaire, avoir actionnaire majoritaire dans sa société. Voilà, c'est ça. Un Thaï doit toujours avoir 51% des parts d'une société, sur le papier. Alors ensuite, il faut aussi donc que… Ça ne veut pas dire, non parce que je dis sur le papier, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut un Thaï qui va payer ou investir dans une société pour de vrai. C'est faux en fait. Oui, bien sûr, oui. C'est sur le papier, il faut qu'il ait la majorité. C'est tout. C'est-à-dire que c'est sa compagnie en fait. Nous, c'est Geek, notre direct. Si vous voulez savoir, c'est Geek que vous avez vu. C'est notre chef. C'est notre chef cuisinière. C'est elle qui est l'actionnaire majoritaire de la société Training Paradise. Alors, tout ça pour dire qu'il faut trouver des personnes thaï pour créer une société en Thaïlande. Ouais, on ne peut pas faire ça tout seul. Voilà. Et donc ça, nous, on croyait que l'avocat allait nous fournir donc ces personnes, juste des prête-noms, tout ça, mais… C'est fini, ils ne le font plus. C'était à l'époque, donc avant qu'on fasse ça. Oui, parce que des étrangers nous disaient « Ah, mais t'inquiète, l'avocat, il te donne des noms, donc de vraies personnes, hein, qui sont des prête-noms, qui vivent que de ça, hein, tu leur donnes un petit peu d'argent. » Je sais pas si… Et si, j'imagine que sur ça, ils doivent être actionnaires dans plusieurs sociétés. Et on les rencontre même pas, on ne sait même pas qui c'est, et il y a un nom sur le papier, et voilà. Des prête-noms. Et du coup, c'était pas le cas pour nous. Il a fallu qu'on trouve ces personnes-là. Donc c'est quand même beaucoup. Donc il faut connaître du monde. Ouais. Donc heureusement que on avait quand même des connaissances avec ton ancienne société. Voilà. Pocket Fit, ouais. Donc tout ça, c'est compliqué. C'est pas facile. Ensuite, il faut un minimum d'argent pour créer une compagnie. C'est pas comme en France où on met juste avec 1 euro SARL, c'est pas possible. Oui, parce qu'en plus, tu as créé ta société en France, donc en plus, tu as bien pu faire le… Oui, j'ai fait la comparaison. Donc non, il faut des sous pour payer l'avocat. Il y a des démarches donc administratives à faire qui coûtent un petit peu d'argent. En gros, il a fallu… Je m'en souviens pas. Je crois que c'était 80 000 bahts. Donc en gros, c'est 2 000 euros. Voilà, 2 000 euros, on va dire, pour la société. Mais en plus, il faut connaître donc ces personnes. Hein. Il faut connaître des tailles, il faut qu'elles soient d'accord pour signer. Ça prend du temps. Et c'est compliqué. Et il faut de l'argent, et il faut connaître des tailles, et les tailles qui vous font confiance. Et on a été, nous aussi, déçus par certaines tailles. Énormément. On pensait vraiment être des amis, et qui, le jour où il faut signer, donner la photocopie de la carte d'identité, ne viennent pas au rendez-vous. Voilà. Donc, voilà. Tout simplement. L'avocat, il a dit oui, c'est normal, ça arrive. Parce qu'ils ont très peur, en fait. Ils ont peur… Alors, ils se protègent dans un sens aussi. Ils entendent des histoires d'autres personnes, d'autres tailles qui étaient dans des sociétés où il y avait des farangues et où, par exemple, la société avait des dettes, où il y avait des emprunts, des choses qui n'ont pas été payées, pas remboursées, et le farang se barre, rentre dans son pays. Et du coup, qui c'est qui se retrouve responsable à payer toutes ces dettes? C'est le Thaï qui a juste mis son nom sur le papier et qui est comme un con et qui se dit mince, maintenant c'est à moi de tout rembourser, moi j'ai pas d'argent, voilà. Donc au fait, c'est pour ça qu'ils ont un peu peur. C'est normal aussi. Et c'est normal. C'est normal aussi. Pour résumer, c'est quand même le parcours du combattant pour créer une société. C'est pas facile. Et puis il y a plein de montages à faire avec l'avocat. Alors l'avocat est là pour vous aider, pour vous guider, il fait tout, savoir comment faire. Mais il y a plein de choses qui sont, pour nous, c'est des blagues, quoi. On se dit, mais c'est pas possible, c'est une blague. Des photos du local. Alors qu'on n'a pas le local. Alors qu'on n'a pas le local, donc on a créé des… On m'a même dit, fais-le sur Photoshop. Ouais, les mecs, c'était pas l'immigration, c'est au work permit, au truc des… Au permis de travail. Au permis de travail et au truc des sociétés, on dit, mais on ne peut pas vous faire la photo du local, on l'a pas encore, on l'aura le mois prochain. Mais c'est pas grave, trouve-moi une photo sur Internet. Voilà, donc c'est quand même hallucinant, il y a plein d'absurdités comme ça. Et il faut savoir, très important aussi, cette règle du ratio taille-farang. Pour qu'un farang ait un work permit, donc un farang égale
4 tailles. 4 tailles. C'est le ratio. Donc on ne peut pas embaucher, une entreprise ne peut pas embaucher un farang s'il n'embauche pas 4 tailles en échange. Eh ouais, c'est très protectionniste. Dans l'entreprise où tu étais, toi, Pocketfit, c'était très gros, donc vous étiez combien en tout de farang? On a été 7, jusqu'à 7 farangs. Ouais. 7, on avait 7 permis de travail, donc au minimum, il fallait 4 x 7. Il y avait plus que ça. Hein, oui, évidemment, mais voilà. Après, donc nous... Il y a des frais aussi. Pour la société. Et oui, voilà. Donc, alors je vous explique. Quand on a créé Training Paradise, moi donc j'avais mon work permit et mon associé aussi. Comme on avait 2 work permits, il fallait donc payer 8 salaires et 8 sécurité sociale. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on prenne en charge des tailles avec la sécurité sociale. Et après, maintenant que donc l'associé après est parti, du coup on a réduit à 4. Et là, on a toujours 4 employés, officiellement. 4 employés, alors officiellement, même si je n'utilise pas 4 employés pour faire mon personal training ici dans le nouveau local. Et ça, au fait, il y a toutes les sociétés que vous voyez, il y a des gens qui travaillent de chez eux, qui ont des work permits et qui sont tout seuls chez eux, au fait. Mais on doit quand même payer la sécurité sociale pour 4 employés. Fournir les photos, on fait les visas, le visa travail, donc il faut fournir les photos des employés en action sur le travail. Donc tout ça pour vous dire que c'est compliqué. Monter une société, c'est quelque chose tout de suite de plus compliqué. Même si vous avez beaucoup d'argent à investir, tout ça, vous allez être impliqué dans des choses où vous allez vous dire mais c'est pas possible quand même, tout ce que je dois faire, qu'il y a plein de choses ridicules qui n'ont pas de sens. Mais au bout d'un moment, après on finit par y arriver. Et voilà, c'est compliqué. Mais après, moi je suis donc, si je veux travailler en Thaïlande, comme je suis dans le sport, j'ai pignon sur rue et donc il faut que j'ai un permis de travail parce que je peux faire de la pub, on me voit, voilà, je suis une personne publique on va dire presque. Si maintenant vous faites du travail, comment dire, le digital nomade. Ouais, de chez vous sur votre ordi. Voilà. Alors officiellement c'est interdit. Officiellement c'est interdit. Vous ne pouvez pas travailler si vous êtes un touriste ici ou si vous êtes étudiant ici avec des visas étudiants. Selon le visa que vous avez, au final, vous n'avez pas le droit de travailler même si vous travaillez à distance. Voilà. Par contre, moi j'ai des clients qui viennent ici et ce sont donc des digital nomades. Oui. Ils travaillent en ligne. Nomades, pas vraiment, parce qu'en fait ils sont là à l'année. Non, ils sont là à l'année, c'est vrai. Pas vraiment. C'est vrai. Mais donc ils travaillent ici, ils ont leur maison et en fait ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un visa élite. Donc c'est un visa qu'on paye pour 5 ans, qui coûte 550 000 bahts, je crois. Ah ouais? Ouais, dans ces eaux-là. Et là, vous avez besoin de rien. Et là, mais officiellement, on n'a pas le droit de travailler avec un visa. Officiellement, il n'a pas le droit de travailler, mais comme il est chez lui, il travaille en ligne et personne ne peut voir si... La seule chose qui peut arriver ici, c'est se faire dénoncer par quelqu'un de jaloux ou un concurrent ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'avait une amie qui avait une société ici. Elle m'a dit je préfère faire même si j'en ai pas forcément besoin, je préfère faire mon visa de travail tout en règle parce que si je fais concurrence avec d'autres sociétés ici et qu'elles sont pas contentes, elles peuvent me balancer à l'immigration et dire tiens lui travaille de chez lui. Tout ça pour vous dire qu'au fait venir travailler en Thaïlande c'est pas simple. Ça demande vraiment de s'accrocher, mais bon, si c'est un rêve et que vraiment, comme j'ai dit aux gens qui m'ont posé ces questions dans les commentaires, j'ai dit si c'est vraiment un rêve de venir vivre en Thaïlande, ne lâchez pas l'affaire, quoi. C'est possible. C'est possible, on l'a fait. On l'a fait et voilà, et beaucoup de gens aussi ici l'ont fait. Il y a énormément de retraités, mais il y a aussi quand même pas mal de gens qui bossent. Donc il ne faut pas croire que c'est que le 3e âge qui est là, tranquille, en train de se la couler douce pour sa petite retraite. On est quand même pas mal à bosser, il y a beaucoup de gens qui bossent dans la plongée, beaucoup de gens qui bossent dans la restauration, dans le secteur du tourisme. Ça c'était avant le Covid, avant la crise sanitaire. Mais c'est vrai, alors moi ce que je dirais, c'est si vous venez ici, que vous voulez travailler, ne vous improvisez pas un nouveau métier. Ouais. Donc si vous n'êtes pas chef cuisinier, n'allez pas monter un resto français déjà. Déjà, il y en a plein. En fait, le marché tu es français, tu vas à l'étranger, tu fais un resto français. Il est déjà pris. Il y en a déjà plein et il y en a qui sont vraiment très très bons. Donc si en plus c'est pas votre domaine, si encore c'est votre domaine, vous voulez ouvrir, vous avez quelque chose de spécial. On peut être compétitif. Là, il y en a un qui a ouvert à Hawaï et ça a l'air super et il a ouvert les poulets rôtis. Il a fait une petite baraque comme on a chez nous en France, qu'il n'y a pas du tout ici en Thaïlande, une petite baraque à poulet rôti avec les pommes de terre qu'on prend sur le marché au dimanche. Mais j'ai trouvé ça une super idée parce qu'il n'a pas beaucoup investi.
et que, ok, il a un marché de la communauté française, parce que c'est vrai que ça attire pas grand monde à parler français, voilà. Mais je me suis dit, tiens, il a eu la bonne idée. Il a eu une bonne idée. Voilà. À voir après sur le long terme si ça marche, on l'espère. C'est ça que je dis, c'est qu'il faut avoir le truc un peu différent. Si c'est pour ouvrir un bar et vous mettre à faire, je sais pas, des trucs à manger qui sont pas super et c'est pas votre métier, bon, laissez tomber. Par contre, il y a les profs. Ça, c'est vrai qu'il y a pas mal d'écoles ici et que ça recrute beaucoup de professeurs, mais il faut parler très bien anglais, puisque la communauté française, c'est pas… Oui, il y a peut-être quelque chose à dire aussi quand même sur ça, c'est-à-dire que si vous voulez vous installer en Thaïlande, l'anglais, c'est… Voilà, si vous voulez travailler en tout cas, c'est obligé de parler anglais, obligé. Mais vraiment quand même. Mais bien. Mais pas dire je me débrouille quoi. Non, c'est pas se débrouiller, c'est vraiment parler quand même très bien. Toi, tu avais un bon niveau, il a évolué vachement. Oui, il a évolué. Voilà. Moi, j'ai une maîtrise d'anglais, donc moi, ça, c'est pas un problème. Mais les gens qui sont ici et qui parlent pas anglais, vous allez vous fermer toutes les portes, au fait. Puisqu'il faut savoir que les Français, on n'est rien ici, on est tout petit comme communauté. Donc, à moins que vous vous disiez je vais travailler que avec les Français dans un… Ce sera pas assez. Voilà, je vois même pas qu'est-ce que ça peut être. Donc, en fait, l'anglais, c'est la base. La base. Donc vraiment bosser avant, faites des cours, si vraiment c'est un projet de partir en Thaïlande. Un an avant, faites des cours d'anglais intensifs, de la conversation. Pas pour les Thaïs, parce que les Thaïs, ils ont un niveau d'anglais qui est très bas. Nous, on adapte notre niveau d'anglais quand on parle à un Thaï. Mais parce que de toute manière, vous allez devoir utiliser l'anglais. Vous allez avoir affaire que, en fait, en gros, dans votre boulot, j'imagine, à des étrangers, et tout le monde parle anglais. Donc voilà. Par contre, aussi peut-être quelque chose que j'aimerais dire, il faut faire attention. Donc, vous vous rappelez l'expérience, le première interview que j'avais eue avec la salle de sport, avec le gars qui voulait me payer donc 20 000 bahts, plus le permis de travail. J'avais une offre donc ridicule. Il y a toujours, par contre, il y a pas mal de gens qui veulent abuser et profiter des nouveaux arrivés. Voilà, du fait qu'on est vraiment désespéré à rester ici et qu'on prendrait presque n'importe quoi, en fait. Ça, et puis même, il y a beaucoup d'escrocs. Ouais, comme partout dans le monde. Hein. Ouais, comme de partout sûrement, je sais pas. Moi, ça c'est… Oui. Mais ici, il y a des escrocs qui profiteront en fait de votre naïveté. Et puis c'est même pas ça, c'est qu'on ne connaît pas quand on arrive à Phuket, on ne connaît pas grand chose. Même si on est venu en vacances, on ne sait pas le monde du travail, comment ça se passe, les salaires, tout ça. Donc vous aurez peut-être plein de personnes qui vont vouloir profiter de vous. Encore une fois, moi je parle pour nous, j'imagine qu'il y en a plein des expériences différentes selon chaque personne qui est venue vivre en Thaïlande, que ce soit à Phuket, à Bangkok, la taille de la société va être différente, ce que vous allez créer comme société, ça va encore avoir des conséquences différentes. Mais voilà, c'était pour apporter un peu cette expérience-là que tu as eue toi, et moi bien sûr par procuration, parce que moi je suis là dans toute cette aventure depuis le début. Et donc, voilà, je pense que vous en avez appris un petit peu plus si vous avez comme projet de venir vous installer en Thaïlande, à Phuket ou ailleurs. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'en parler. Vous savez que je réponds à tous les commentaires. J'essaye de répondre à tous les commentaires parce qu'il y en a de plus en plus, donc je suis très contente. Et puis si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Si vous voulez suivre mon compte Instagram, c'est Kathleen Phuket, je le mets là, et Serge Phuket. Comme ça, je le mets aussi. Il n'y a pas grand-chose sur moi, mais c'est pas grave. C'est sympa aussi. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Il n'est pas encore au point. Non. Ciao.